Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 20h30. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, s'est entretenu ce matin avec l'ambassadeur de la République fédérale du Nigeria. Aliou Issa Sokoto est allé remercier le chef de l'État au nom des autorités de son pays suite à son déplacement la semaine dernière au Nigeria. À l'Assemblée nationale, la conférence des présidents s'est réunie ce matin sous la présidence de Amadou Salifou, président de la dite institution. La réunion a procédé à l'examen et la modification de l'ordre du jour et du calendrier des travaux de la première session ordinaire au titre de l'année 2015, dite session des lois. Toujours à l'Assemblée nationale, poursuite des travaux de la première session au titre de l'année 2015, examen et vote du projet de loi portant rectification de la loi numéro 2014-113 du 4 décembre portant loi des finances pour l'année budgétaire 2015 en cours. Le Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini a reçu en audience une délégation composée des représentants de 4 ONG et du Programme alimentaire mondial qui est allé lui présenter un problème d'intervention en faveur des populations vulnérables de leur zone de couverture de notre pays. Voici la déclaration de Norgay de Oxfam à leur sortie d'audience. L'objet de cette rencontre était d'abord de nous présenter à son Excellence Monsieur le Premier ministre, de lui parler de notre existence et de lui parler également de ce que nous faisons sur le terrain. Nous lui avons exposé la territorialité, présenté la territorialité de nos interventions, les ménages bénéficiaires qui tournent autour de 170 000, je veux dire le nombre de populations bénéficiaires, soit quelques 70 000 ménages, les sommes que nous avons distribuées jusque-là pendant 3 années d'exercice de 2013 à maintenant qui tournent autour de 9 milliards et demi. Et donc nous cherchions à présenter à Monsieur le Premier ministre ce que nous avons fait, mais également de plaider pour la loi sur la protection nationale, parce que la protection sociale, parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est d'apporter un appui à la politique gouvernementale en matière de protection sociale, de façon à amener les communautés à sortir de la vulnérabilité, mais pour se situer dans la résilience. Donc, en dehors de ce que nous faisons dans le cadre de ces filets sociaux saisonniers, nous avons également des interventions à plus long terme que les ONG, chacune en ce qui la concerne, met en œuvre. Donc là, c'est également une préoccupation du gouvernement de la République. Le Premier ministre l'a dit dans son propos en disant l'assistance appelle l'assistance. Et il nous a interpellés en tant qu'intervenants à tout faire pour aider les communautés à sortir de la vulnérabilité, mais à se situer dans la résilience, qui est également une préoccupation que nous avons et nous œuvrons pour cela. Nous pensons que nous avons été compris, nous avons fait un plaidoyer à l'endroit du gouvernement de la République à travers son Excellence Monsieur le Premier ministre pour que la protection sociale soit une réalité dans ce pays, et nous avons réitéré notre engagement à y contribuer de façon déterminée. Au Nigeria, l'effondrement du réseau électrique pour fait de grève est venu aggraver la situation de délestage que nous supportons ces derniers jours au Niger et particulièrement dans la zone du fleuve, et nous ne serons pas au bout de nos peines tant que la crise nigériane n'est pas réglée. C'est ce qui ressort d'un point de presse animé cet après-midi par le directeur général de la Nigelec, Khalid Alassane, pour expliquer la situation. Pour prévenir la saison chaude, nous essayons de mettre toutes nos machines en état de bon fonctionnement. Nous chargeons nos citernes de combustible, nous achetons des pièces de rechange en stock, mais les impondérables arrivent toujours. Et vous avez dû constater, notre situation la plus difficile, c'est pendant la saison chaude. Et vous avez dû constater que depuis le début de la saison chaude, il y a des coupures que vous avez votre terme là, vous les appelez coupures intempestives. Puisque ce que nous avons comme disponible aujourd'hui est autour de 120 MW. Et la demande se développe. Ces dernières années, nous avons une croissance de la demande de l'ordre de 15% par an. Nous sommes rattrapés par l'évolution forte de la demande. Et nous avons cette année autour de 118 MW de pointe pour un disponible de 120 MW. Donc toutes nos machines sont constamment en marche. Imaginez-vous un véhicule qui est démarré et qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans arrêt. C'est comme ça que nos moteurs fonctionnent. Donc il arrive que certains moteurs chauffent et ils décrochent. Et c'est ça qui fait qu'il y a des fluctuations.
Mais ce sont des coupures qui ne durent pas. On remet les moteurs et on rétablit la situation. C'est ça les coupures qui ne durent pas. Mais depuis le début de la semaine, vous avez vu que ces coupures ont commencé à se prolonger parce que dans notre disponible, plus de 60% nous viennent des importations du Nigeria. Et quels que soient les efforts que nous faisons, quand il y a une perturbation sur le réseau du Nigeria, nous n'arrivons pas à faire face à la situation. C'est un fait. Donc ces derniers temps-là, il y a eu des problèmes au niveau du secteur pétrolier au Nigeria. Il y a des grèves. Vous êtes de la presse, vous écoutez la presse étrangère, vous avez dû entendre sur RFI, sur BBC, ceux qui vont sur Internet, vous devez savoir qu'actuellement au Nigeria, la situation est complètement perturbée. Il n'y a pas d'essence dans les pompes et la production d'énergie du Nigeria provient essentiellement du gaz et la distribution du gaz est complètement perturbée. Donc la situation s'est perturbée et hier ils étaient arrivés à une phase critique où le réseau s'est effondré. Actuellement, au moment où je vous parle, il y a pratiquement 0 mégawatts d'électricité qui sont sur le réseau du Nigeria depuis hier vers 15 h. Et c'est cette situation-là qui nous impacte. Et c'est pour faire de grève. Et vous savez bien que les faits de grève sont ce qu'on appelle des cas de force majeure. Nous sommes donc face à une situation de force majeure. Nous arrivons à nous débrouiller avec les machines que nous avons pour couvrir ici à Niamey et dans toutes les régions ce que nous pouvons couvrir en mettant la priorité sur les zones sensibles, les hôpitaux d'abord et un certain nombre de points sensibles de l'administration, des casernes militaires et tout ça. Donc voilà la situation que nous avons. À Niamey, nous pouvons couvrir entre 40 et 60%. Mais l'hôpital national, qui est une priorité par exemple, n'est pratiquement pas coupé. C'est la même chose dans toutes les régions du Niger. Nous avons toujours autour de 25 à 60% là où c'est bon. Donc voilà la situation que nous sommes en train de vivre. Quand est-ce que ça va finir? Ça va finir quand la grève du Nigeria finira. Avant de rentrer dans cette salle, j'ai parlé avec mes homologues du Nigeria. Ils m'ont dit qu'ils ont fait quelques tentatives de démarrer certaines unités. Vous savez, à cette période, il n'y a pas d'eau dans les barrages. Donc les barrages ne fonctionnent pas. Ils ont essayé de reprendre plusieurs tentatives infructueuses et eux aussi se sont résignés à attendre maintenant l'aboutissement des pourparlers qui soient en cours pour que la grève soit levée et que la production reprenne au Nigeria pour qu'ils nous renvoient. En attendant, nous essayons de fonctionner avec ce que nous avons et c'est insuffisant. Voilà donc la situation. Vous nous reprochez de ne pas communiquer. Vous savez, nous savons ce que le Nigeria représente pour le Niger. Depuis 1976, le Nigeria nous fournit plus de 70% de l'électricité que nous consommons au Niger. Et c'est ça qui nous permet d'avoir les tarifs d'électricité les plus bas de la sous-région. Aujourd'hui, si le Nigeria ne nous fournit pas l'électricité au prix où il nous le fournit, le prix de l'électricité serait au moins le double de ce qu'il est aujourd'hui. Donc ça ne c'est pas de gaieté de cœur qu'on doit s'asseoir ou apparaître à la télévision, surtout quand le Nigeria a des difficultés, ça arrive à tout le monde, pour nous mettre à dénoncer cela. De la même manière que nos soldats sont la main dans la main avec leurs soldats en train de combattre la secte terroriste Boko Haram, de la même manière, je vais modestement demander à mes compatriotes et à vous autres journalistes de faire preuve de compréhension et d'être compatissants et solidaires avec nos frères du Nigeria. Je vous remercie. Voilà, ouverture ce matin à Niamey de la session ordinaire du Conseil supérieur de la communication au titre du mois de mai 2015. Cette session présidée par le président du CSC, Abdraman Ousmane, vise à examiner plusieurs points dont, entre autres, le procès verbal de la session ordinaire du mois d'avril 2015 et des informations sur le Conseil supérieur de la communication. Compte rendu, Sekinatou Abdou et Hassan Moussa.
Cette session ordinaire du Conseil supérieur de la communication est une opportunité pour le président du CSC de rendre hommage à la femme nigérienne après la célébration de la journée du 13 mai avant de rappeler les dispositions prises par le CSC pour améliorer l'image de la femme dans les médias. Vous souviendra que le 12 mai 2012, son Excellence, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, a signé la charte pour l'amélioration de l'image de la femme dans les médias au Niger. L'article 5 de cette charte stipule, je cite, « L'autorité de régulation des médias veillera au respect de l'application des directives contenues dans les cahiers de charges des médias publics, privés et communautaires qui prennent en compte les principes d'équité et d'égalité de genre. » Fin de citation. Fort de cette disposition, le Conseil supérieur de la communication a veillé au respect de l'image de la femme dans les médias en menant essentiellement deux types d'actions. Le premier type d'action est la prise en compte des droits et de l'image de la femme dans les cahiers de charges que notre institution a signé en 2014 avec les organes de la presse audiovisuelle privée, associatifs et communautaires. En abordant l'ordre du jour de la session ordinaire, 6 points sont inscrits au menu, a rappelé Abdurrahman Ousmane. Le premier point est l'examen et l'adoption du procès verbal de la session ordinaire du Conseil au titre du mois d'avril 2015. Le deuxième point porte sur les informations sur le Conseil supérieur de la communication pendant l'intersession. Le troisième point est relatif à l'examen et l'adoption des rapports de la direction du pluralisme, de la déontologie et de la publicité. Le quatrième point est l'examen et l'adoption des rapports du Conseil de presse et des observations écrites des médias. Le cinquième point est relatif à la proposition des thèmes pour la 8e conférence des instances de régulation de la communication d'Afrique, CECAF, qui va se tenir en fin d'année au Ghana. Et le 6e point porte sur les questions diverses. Cette session ordinaire permettra aux acteurs du Conseil supérieur de la communication d'examiner minutieusement ces 6 points afin de doter le CSC en particulier et le Niger en général d'un document de référence. Ouverture ce matin à Niamey de la session ordinaire du Conseil supérieur de la communication au titre de l'année 2015. Ouverture ce matin au Palais des Congrès de l'atelier de validation des projets de textes relatifs à la télévision numérique terrestre et à la réforme de l'ORTN. L'ouverture de cet atelier a été présidée par le ministre en charge de la communication en présence de son homologue de l'économie numérique, président du comité interministériel pour la TNT. Le point avec Rahila Tchebou et Tahirou Hassan. Notre pays, comme vous le savez, s'est engagé aux côtés des autres pays africains de la sous-région pour une migration vers la télévision numérique terrestre. Pour être au rendez-vous de cette aventure technologique, le gouvernement a adopté en avril 2013 le document de la stratégie nationale de transition vers la télévision numérique terrestre élaboré par le Comité technique national pour la mise en œuvre de la TNT. Je voudrais, en ma qualité de présidente du Comité technique national, réitérer à chacun et à vous tous, membres du comité, et en particulier aux consultants pour leur contribution hautement appréciable, ma sincère gratitude pour votre sens élevé des responsabilités, et ce malgré les conditions de travail pas toujours faciles dans lesquelles vous avez mené jusqu'ici votre mission. Le présent atelier de validation a donc pour objectif de soumettre aux participants 5 projets de test devant régir le nouveau paysage audiovisuel nigérien, dont l'une des particularités sera la création d'au moins 2 entités distinctes et autonomes en charge de la gestion de l'édition, des contenus et la prise en charge du multiplésage, du transport et de la diffusion. Il s'agit notamment du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle, projet de loi portant création d'une société d'économie mixte dénommée Société nigérienne de diffusion, projet de loi portant création d'une société d'économie mixte dénommée Télévision nationale du Niger, projet de loi portant création d'une société d'économie mixte dénommée Radio nationale du Niger, projet de loi portant dissolution de l'ORTN, ainsi que plusieurs projets de statut et cahiers de charges
qui seront examinées ultérieurement. Mesdames, Messieurs, je félicite et remercie très sincèrement les membres du comité pour leur abnégation et les résultats tangibles auxquels ils sont parvenus. Dans l'intérêt bien compris des médias et de leurs animateurs, les participants à cet atelier doivent harmoniser leurs échanges pour valider les différents tests qui leur sont proposés. Le bilan des activités du comité national chargé du fichier électoral était ce matin au centre d'un point de presse animé par son coordinateur national. Initialement prévu pour démarrer ce jour 25 mai 2015, le recensement électoral porte à porte débutera le 3 juin prochain, Inch'Allah. Et le 30 septembre 2015, le CFEB promet de remettre à la CENI tous les fichiers électoraux. Suivant Oumar Malam, coordinateur national du CFEB. C'était la loi 2014-03-15 qui a consacré la création de la commission électorale indépendante. Donc à son article 7, il y a eu donc cette création du comité national chargé du fichier électoral biométrique. Mais malheureusement, chemin faisant, la même classe politique, elle a constaté que le temps qui nous restait, c'est très difficile de faire un fichier biométrique. Donc elle s'est réunie à travers le CNF, qui est le Conseil national du fichier électoral biométrique, et unanimement ils ont pris la décision pour les élections 2016 donc de faire un fichier classique. Le fichier classique, c'est-à-dire c'est le fichier ordinaire comme d'habitude. Donc à partir de ce moment, le CFEB s'est attelé à préparer ce fichier électoral classique. Et nous avons soumis une loi, la modification de la loi pour nous faciliter le travail. Donc cette modification a été consacrée par la loi 2015-20 du 14 avril 2015. Donc à partir de l'adoption de cette loi-là, nous sommes attelés à mettre en place d'abord les structures décentralisées et les différents documents nécessaires pour la collecte de ces données. Donc à la date d'aujourd'hui, tous les documents techniques sont confectionnés, élaborés et réceptionnés au niveau du CFEB et même acheminés au niveau de toutes les régions. Donc toutes les régions, à la date que je vous parle, ont tous les documents techniques nécessaires pour la collecte de données sur le terrain. Après, maintenant, il y a la phase de mise en place des structures décentralisées au niveau régional, communal et au niveau de la diaspora. Donc, à la date d'aujourd'hui, toutes les structures régionales sont installées et elles sont fonctionnelles. Maintenant, les structures communales sont en voie d'être installées. Donc, c'est aujourd'hui le début de leur installation. Donc, à partir d'aujourd'hui, toutes les coordinations communales seront installées définitivement. Et à partir donc de demain, on va commencer la phase, si vous voulez, des travaux sur le terrain, c'est-à-dire la formation des formateurs. Après, on va recruter les agents recenseurs et on fait la formation de ces agents recenseurs. Donc, j'attire l'attention sur deux points surtout, pour que peut-être les gens constatent pourquoi on sent, si vous voulez, ce retard. En réalité, en matière de collecte de données sur le terrain, il y a trois phases fondamentales. Donc, on a la phase préparatoire dans laquelle nous nous trouvons actuellement, qui est vraiment très onéreuse en matière de temps. Parce qu'il fallait confectionner tous les textes, tous les documents et mettre en place toutes les structures décentralisées avant de commencer le travail. Donc voilà pourquoi les gens ont l'impression que cette phase, donc, c'est une phase très longue. Et c'est normal, c'est la phase la plus difficile. Une fois cette phase réussie, et bien le reste, c'est plus facile à gérer. On pense que à partir du 3, Inch'Allah, on va commencer le recensement porte à porte. C'est-à-dire on va commencer à aller dans les ménages pour donc recenser les gens. Et là, vraiment, on attire l'attention de la classe politique surtout. Parce que le CFEB,
travail pour la classe politique, parce qu'on va faire un fichier électoral. Donc on attire l'attention surtout de la classe politique de nous aider à sensibiliser et d'attirer l'attention des éventuels électeurs d'être sur place à partir du 3 juin 2015, Inch'Allah. Donc ceci dit, surtout nous remercions le gouvernement qui a fait un grand effort pour mettre à notre disposition donc les ressources nécessaires pour débuter ce travail, qui est aussi si important pour un pays. Les élections, en tout cas, c'est une souveraineté nationale et que vraiment c'est le pays qui devrait prendre ça en charge. Deuxièmement, nous remercions la classe politique nigérienne, en tout cas qui a tout fait pour que le travail du CFEP soit facilité. Il y a eu un certain nombre de contingences, c'est pas grave, on a une semaine de retard, Inch'Allah on va la rattraper. C'est-à-dire le travail le plus difficile, c'est le travail sur le terrain. Une fois les données ici, eh bien il n'y a pas de problème, on peut se sacrifier. Donc on va rattraper. Inch'Allah le 30 septembre, on va remettre les cartes, tous les documents électoraux d'ailleurs à la CENI, Inch'Allah. Voilà la cérémonie officielle de lancement à Difa des travaux du comité régional chargé du fichier électoral au titre de la région. C'était sous la présidence du gouverneur de la région. Compte rendu Abdraman Mazou et Amadou Hassan. Cette cérémonie a regroupé autour du gouverneur Yacoub Soumana Gao le SG de la région, le préfet du département de Difa, les cadres techniques régionaux et communaux, les représentants des partis politiques, les représentants de la société civile ainsi que les membres du comité régional chargé du fichier électoral biométrique. Elle vise à lancer officiellement les activités du comité régional chargé du fichier électoral dans la région de Difa. C'est pour montrer à l'opinion publique de la région que, avec la réception du matériel électoral, la nomination des coordinateurs communaux et des rapporteurs communaux, plus la mise à disposition de la coordination des fonds nécessaires à démarrer les activités étant réunis, c'est pour montrer à la population que nous sommes prêts pour démarrer nos activités dans la région. Nous allons commencer la formation des formateurs. Après, ils iront au niveau de chaque chef-lieu de commune former les agents recenseurs. Et maintenant, nous allons commencer le recensement des électeurs. Procédant au lancement de ces travaux, le gouverneur Yacoub Soumana Gao a affirmé que toutes les dispositions ont été prises pour accompagner ce comité dans sa noble mission. Le processus est amorcé et le recensement va se faire dans de bonnes conditions parce que tous les moyens sont réunis. De notre côté, nous allons engager les forces de défense et de sécurité pour la sécurisation des agents recenseurs pour que l'opération puisse se mener dans de bonnes conditions. Et je profite de ce micro pour lancer un appel à la population de la région de Difa pour qu'elle sorte massivement et réserver un accueil digne de ce nom aux agents recenseurs pour qu'on puisse recenser tous ceux qui sont en âge d'aller voter en 2016 au niveau de notre région. Notons enfin qu'ils sont 615 agents recenseurs qui sillonneront les villes, villages, campagnes et hameaux pour cette opération de recensement électoral dans la région de Difa. Ouverture ce matin à l'Académie des arts martiaux de Niamey d'un atelier de formation organisé par PDF 2 à l'endroit des jeunes leaders et les leaders religieux sur les questions d'intergénération. Compte rendu Aïchat Bawa et Bachir Harouna. Ce présent atelier de formation financé par USAID à travers le projet Paix à travers le développement PDF 2 regroupe les jeunes leaders et les leaders religieux autour des questions d'intergénération afin d'aboutir à planifier ensemble des initiatives communautaires. Le représentant de PDF 2 et le directeur de programme de Salam Institute, venus de Washington DC pour la circonstance, ont tour à tour souhaité la chaleureuse bienvenue aux participants, souhaiter un fructueux échange. Cette formation, la première du genre, permettra aux participants venus des régions d'intervention du PDF 2 d'échanger sur des thèmes d'intergénération. Cet atelier organisé par le programme Paix à travers le développement est une façon d'amener les jeunes et les personnes âgées, notamment les leaders religieux, à discuter des questions de génération.
parce qu'ils sont partis d'un constat que souvent le discours des jeunes n'est pas toujours compris et c'est souvent la même chose de l'autre côté quand on constate qu'à un certain moment entre les générations il y a des soucis, des problèmes de compréhension et de langage. Et c'est pourquoi le présent atelier va beaucoup plus s'accentuer sur la compréhension des générations, les discours au niveau de chacune des générations et également partir des préceptes de base qui sont la culture, n'est-ce pas, les modes de pensée. On va remonter un peu dans l'histoire, voir comment les générations ont évolué, les communautés également. Au cours de cet atelier qui durera 4 jours, les jeunes leaders représentatifs des régions d'intervention du PDF2 seront suffisamment outillés dans le domaine de l'intergénération. Je le disais en début de journal, poursuite à l'Assemblée nationale des travaux de la première session au titre de l'année 2015, examen et vote du projet de loi portant rectification de la loi numéro 2014-113 du 4 décembre portant loi des finances pour l'année budgétaire 2015 en cours. La loi a été votée par 77 voix pour, 22 contre et 8 abstentions. Ouverture ce matin à Tillabéri du forum de restitution sur la libre circulation des personnes et des biens et la coopération transfrontalière. C'est le gouverneur de la région qui a présidé la cérémonie en présence du président du laboratoire de la citoyenneté, des autorités administratives et des responsables régionaux. Compte rendu Abdoulaye Soumana et Jibono. Ce forum de restitution des diagnostics sur la libre circulation des personnes et des biens, l'accès transfrontalier aux services publics et la coopération transfrontalière vise à informer et sensibiliser les acteurs locaux frontaliers sur les problématiques, les enjeux et défis de la coopération transfrontalière, la réglementation, les atouts, opportunités et faiblesses inhérentes au processus d'intégration et de partager et enrichir avec les acteurs les initiatives d'appui à l'amélioration de la libre circulation des personnes et des biens, partager et enrichir avec les acteurs les initiatives de coopération transfrontalière entre collectivités territoriales et entre organisations de la société civile, mais aussi à constituer un répertoire des acteurs et des initiatives qu'ils portent en matière de coopération transfrontalière, de libre circulation des personnes et des biens, ainsi qu'en matière d'accès transfrontalier aux services sociaux de base, à identifier les initiatives porteurs d'accompagnement en vue de parvenir à des accords de coopération entre organisations de la société civile et entre collectivités territoriales décentralisées et à jeter les bases de la collaboration transfrontalière entre collectivités, acteurs, réseaux d'acteurs de la société civile en vue d'atteindre les objectifs du programme. Dans son mot de bienvenue, le maire de la commune urbaine de Tillabéri, conseiller spécial à la présidence de la République, se réjouit du choix de sa commune pour abriter cette rencontre. Quant au président du conseil régional de Tillabéri, il a rappelé les multiples initiatives de coopération transfrontalière initiées par la région, ce qui a permis à poursuivre Nyandou Bassirou la signature de plusieurs accords entre quelques communes frontalières du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Intervenant pour sa part, le président du laboratoire citoyenneté a exprimé toute sa satisfaction pour la parfaite organisation de ce forum. Sawadogo Rouago Antoine a ensuite tenu à souligner toute l'importance de ce forum. En ouvrant les travaux, le gouverneur de la région de Tillabéri a félicité et remercié le laboratoire citoyenneté pour toutes ces initiatives qui nous interpellent et nous invitent à repenser le processus institutionnel en matière d'intégration pour prendre en compte les dimensions qui se rapportent le plus aux préoccupations quotidiennes des populations de notre espace communautaire, la libre circulation des personnes et des biens et l'accès aux services publics. Ce forum qui regroupe l'ensemble des acteurs concernés de notre pays, le Niger, durera 2 jours.